On passe en moyenne 6 jours par mois devant des écrans. Comment se souvenir de tout ce qu'on a vu pour en retenir l'essentiel? Je suis Dario et j'ai 26 minutes pour vous montrer ce qu'est, à l'heure actuelle, la culture web. Dans cette salle du temps d'écran, Internet s'affiche dans toutes les résolutions. Vous verrez des sujets potentiellement mainstream, des tendances et des phénomènes qui transforment la réalité, des questions que certains se posent toujours et des contenus que d'autres devraient regarder plus souvent. Ce qui se passe derrière, sur et dans nos écrans. Bienvenue dans Temps d'écran. On ouvre la salle avec l'écran le plus simple, l'interphone. Et comme d'habitude, c'est là que Michael Libert répond à vos questions de rue sur le vocabulaire du web, avec ses explications claires et sans détour. C'est la FAQ de la rue. Je me demandais qu'est-ce que c'était le dark web. Pour comprendre ce qu'est le dark web, il faut déjà savoir qu'Internet comporte plusieurs couches. En surface, on a le web que tout le monde utilise. Pour s'informer sur le site de 20 minutes, scroller des sites de fringues ou chercher une destination de vacances. Ce web-là est librement accessible et indexé par les moteurs de recherche. En dessous, il y a le deep web qui regroupe les pages qui ne sont pas indexées par les moteurs de recherche et qui ne sont pas accessibles librement. Les messageries électroniques, les sites intranet, votre espace personnel de banque ou un article de médias payant. En fait, le deep web représente à peu près 90% de tout le contenu d'Internet. Et dans les tréfonds du deep web, on a donc le dark web. Non seulement les sites du dark web ne sont pas indexés sur les moteurs de recherche, mais en plus, leurs adresses sécurisées nécessitent un navigateur spécial pour y accéder comme Tor ou Tails. Accéder à un site du dark web, c'est un peu comme ouvrir un coffre-fort. Il faut savoir où se trouve le coffre et en connaître la combinaison. Si vous n'avez pas l'URL exacte du site, impossible de la trouver par hasard et impossible de la chercher ailleurs que sur des forums du dark web dont vous devez aussi connaître les adresses. En soi, le dark web n'est pas illégal. C'est la protection et la confidentialité qu'il offre à ses utilisateurs qui en fait le terrain de jeu des criminels pour toutes sortes d'activités bien cheloues. Qu'est-ce que c'est un mème? Un mème, prononcé même en anglais, c'est un élément de contenu sarcastique ou humoristique repris de manière virale sur Internet. Il peut prendre la forme d'une image fixe, d'une courte vidéo, d'un gif, d'une expression ou d'un mix de tout ça. Le Grumpy Cat est sans doute parmi les mèmes les plus célèbres. Imaginez-vous que cette pauvre bête incarne encore aujourd'hui la mauvaise humeur alors que sa première apparition sur les internets remonte à 2012. On peut aussi citer le non moins célèbre Success Kid, ce gamin au visage déter qui vous fixe en brandissant le poing comme s'il venait d'engranger son premier million. Ou encore le Keyboard Cat, premier mème de chat de l'histoire et deuxième vidéo la plus virale selon la chaîne de télé américaine Current TV. Un mème, ça peut être aussi un simple mot. Le prénom Karen est non seulement devenu un mème, mais aussi un adjectif qui, en gros, désigne l'archétype de la personne désagréable, autoritaire, qui veut toujours parler aux responsables et qui s'estime propriétaire du trottoir devant chez elle. Aux États-Unis, ils en ont fait une chaîne de restaurants, les Karen's Diner, où les serveurs vous insultent et vous balancent le menu à la face. En France aussi, on a des mèmes, comme le C'est pas faux de Kaamelott, décliné à l'infini sur Internet. Qu'est-ce que c'est un algorithme? Les algorithmes sont souvent perçus comme des trucs nébuleux et manipulateurs ou comme des suites mathématiques indéchiffrables. En vrai, c'est pas forcément faux. Pourtant, dans l'idée, un algorithme n'est rien d'autre qu'une suite logique d'instructions très précises permettant d'arriver à un but, que ce soit la résolution d'un problème complexe ou l'accomplissement d'une tâche simple. Dans la vie de tous les jours, on utilise des algorithmes même en dehors de tout contexte informatique. Pour se faire un café par exemple, il faut remplir la cafetière d'eau, placer le filtre, le remplir de café, mettre en marche, attendre que le café coule et le servir. Cette suite d'étapes, c'est un algorithme. À côté de ça, il y a en effet des algorithmes beaucoup plus complexes, comme ceux de Google ou de TikTok par exemple. D'ailleurs, Google ne fonctionne pas grâce à un seul algorithme, mais plutôt avec tout un ensemble de règles et de programmes que le système utilise pour répondre de manière pertinente aux requêtes des internautes. Dans une autre logique, l'algorithme de TikTok scrute votre comportement sur la plateforme et en déduit du contenu qu'il estime pertinent à vous proposer en fonction de vos habitudes. Bref, si on veut schématiser, un algorithme, c'est comme une recette de cuisine plus ou moins complexe, selon qu'on veut faire un œuf dur ou un bœuf bourguignon. Sur Internet, chacun a sa technique pour se cacher. Mais la génération alpha, elle, a inventé son propre style, se flouter volontairement sur ses photos. Une nouvelle façon d'affirmer son identité
tout en la dissimulant. Michael Cass nous explique cette tendance dans La forme d'Internet. Se cacher sur Internet, c'est classique, que ce soit à travers un pseudonyme, à l'aide d'un avatar, filtre, voire même un masque. Cela fait bien longtemps que les internautes se cachent sur Internet. Les raisons sont vastes, mais une chose est sûre, c'est que la génération alpha a trouvé sa propre méthode. Se flouter, tout simplement. Petit rappel, la génération alpha, c'est globalement les enfants nés après 2010. Elle succède à la génération Z et se caractérise par le fait que, contrairement à moi, oui, je me sens vieux, elle est née avec toutes les nouvelles technologies. Et comme vous pouvez le voir ici, ou encore ici, la tendance est principalement de flouter le visage. Mais aussi d'autres parties du corps, voire presque l'image complète. Bon, c'est peut-être abusé, Titouan. Mais est-ce purement esthétique, une trend qui finira par disparaître, ou est-ce révélateur d'un besoin d'exister sur les réseaux, même quand on souhaite rester anonyme? Comme je le disais, être anonyme sur Internet, c'est de plus en plus fréquent et on l'a vu avec les phénomènes de VTubers par exemple. Ce sont ces créateurs de contenu qui vous parlent au travers de leur avatar. Une tendance qui a pris de l'ampleur chez nos amis japonais au milieu des années 2010, ceux qui s'approchent de notre génération alpha. Beaucoup jugent cette tendance. Ah, c'est bien, on n'a pas de photo là, ça me casse les... viens on fait une photo. Viens on fait ça me casse les couilles là, viens on fait une photo. Ouais bah vas-y. J'aime bien quand je coopère comme ça, excellent. Après, je ne vous cache pas, je trouvais ça plus sympa d'aller leur demander. On voit surtout ça sur TikTok, les réseaux sociaux, etc. Généralement, c'est des 2012, on va dire. C'est un peu gênant, parce que ça les affiche un peu, les pauvres. Moi, je publie rien. Je comprends totalement, parce qu'il y a des jeunes qui ne veulent pas se montrer, qui veulent garder leur intimité. Et voilà, sur les réseaux, on n'est pas obligé de montrer leur visage, notre visage. On veut garder aussi une intimité pour nous, que ce soit même pour nous ou pour nos parents qui, eux, veulent pas forcément qu'on montre nos visages, parce qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça va très vite. On sait qu'il y a des autres usagers qui peuvent prendre nos têtes et faire des usages bizarres avec. Je trouve pas ça gênant parce que je trouve que chacun doit faire ce qu'il veut. Et ensuite, c'est vrai qu'on n'a pas tous envie d'apparaître sur les réseaux à visage découvert. Moi, j'en pense que ça, c'est dû à un manque d'appartenance. Je pense que les gens aujourd'hui, ils veulent se créer une image. C'est important pour moi d'avoir un compte, de suivre aussi l'actualité et de communiquer avec mes amis, voilà. Je trouve ça important. Après, c'est pas non plus obligé de se dévoiler. Donc c'est cool aussi si on veut créer du contenu à visage couvert. Moi, j'en pense pas grand-chose. Ça a pas trop d'intérêt. Ils font pas ça pour cacher une quelconque identité. Ils font juste ça pour la mode. Donc en vrai, c'est pas ouf. Alors, on va pas se mytho, même nous on le faisait et c'était parfois cringe. Nos confrères du Parisien avaient d'ailleurs interrogé Marion Zilio, autrice du livre Face World, le visage au XXIe siècle. Elle explique que chaque génération trouve ses propres stratégies de modifier les corps, mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on n'avait pas conscience de ce qui restait sur Internet. Et elle ajoute peut-être qu'ils ont compris les enjeux de la circulation de leur visage sur les réseaux, et que ça appartient à des entreprises privées qui capitalisent sur les visages des individus. Donc oui, cette trend est étrange, fait parfois rire, mais elle témoigne du regard encore flou que nous portons sur notre identité numérique. Sur Facebook, on peut dire qu'elles savent comment générer du clic, ce sont ces images improbables générées par IA. Mais derrière ces boomer traps se cache une stratégie bien plus douteuse qui vise souvent les internautes les plus vulnérables. Achille Dupas a enquêté, voici le fake-off. Je vois une jeune femme avec des moutons derrière elle. Ah, elle a eu beaucoup de j'aime de Lady Gaga ou de Jennifer Lopez. Celle qui est quand même assez impressionnante, c'est la jeune femme avec les bébés, là. Oh, c'est super bien fait. Est-ce que vous saviez que sur Facebook, il existe des pièges à boomers qui visent spécifiquement vos grands-parents qui passent leur journée à scroller et à repartager des publications? Ce type de piège, il pullule sur Facebook depuis quelques mois, grâce au progrès des IA génératives qui permettent aujourd'hui de produire très simplement des images à l'aspect réaliste en un simple clic. Vous l'aurez compris, ce type de piège, il vise spécifiquement les seniors qui sont très présents sur la plateforme. Le concept, il est simple et il n'est pas nouveau. Ça consiste à susciter de l'engagement en partageant des images émouvantes.
Ces images, elles vont mettre en scène par exemple des enfants qui montrent leur création impressionnante, ou bien elles peuvent aussi jouer sur la nostalgie et l'idée d'une France d'antan aujourd'hui perdue. Beaucoup de ces publications, elles mettent même directement en scène des personnes âgées en cherchant à susciter de la pitié par exemple. Je suis devenu maire à 17 ans, malgré le regard dur de ma famille, mais dans mes bras, il y a 2 petites vies que j'aime plus que tout. Vous voulez leur envoyer une bénédiction, pour l'interrogation. Votre parole compte plus que vous ne le pensez. Petit cœur traversé. C'est le type de message qu'on trouve sur les réseaux, beaucoup pour attirer les likes, effectivement. Et un texte qui est émouvant, donc qui attire l'empathie. Hein. Et puis, globalement, surtout pour des personnes de mon âge, on pourrait avoir des enfants de cet âge-là. Enfin, bon. Il n'y a rien de méchant dans ces photos. Voilà. Si il y avait eu quelque chose je sais pas moi, des vulgarités qui auraient été diffusées, là oui, peut-être que. Mais là, il n'y a rien de méchant. Donc je ne vois pas du tout pourquoi ils publient ces images. Et là, le but est très simple, c'est d'aller susciter une émotion et donc que les gens commentent, réagissent. C'est-à-dire, ils vont liker, c'est-à-dire mettre un petit pouce bleu, mettre une petite émotion, content, triste, colère, et ils vont réagir. Plus il y a d'interaction sur une publication, plus elle va être visible. Et donc, plus elle va être visible, plus il va y avoir d'interaction. C'est ce que j'appelle l'effet boule de neige. On a une communauté de plus en plus forte. On peut aller proposer des produits qui sont plus ou moins douteux. On peut aller revendre une page parce qu'on a monté une communauté de 50 000 personnes de telle origine ou de tel français ou parisien ou machin, et donc ça permet de tout de suite après la vendre. Ok, d'accord. Et bien alors là, j'apprends vraiment beaucoup de choses, vraiment, hein, parce que des arnaques, évidemment, voilà, je sais ce que c'est. J'ai reçu un message d'ailleurs ce matin. Évidemment, je n'ai pas répondu, mais voilà. Mais là-dessus, jamais j'aurais pensé ça. Non. Récemment, on a aussi vu se développer un autre phénomène un peu similaire. C'est toujours des images et des vidéos générées par IA, mais cette fois-ci qui vont se présenter comme des faits d'actualité. Et dans les commentaires, on va retrouver un lien qui renvoie vers un site internet. Ces sites, ils reprennent tous de manière plus ou moins convaincante les codes des médias traditionnels, mais en réalité, ils sont complètement factices et remplis d'articles générés par IA, mais surtout de publicité. Et c'est là l'objectif, générer du clic pour engranger des revenus. Et donc ces fausses actus qui sont publiées sur Facebook, en fait, c'est pas du tout des cas isolés. Ce qu'on a pu observer, c'est que des fois, en l'espace de quelques jours, on a ce qui pourrait s'apparenter à des campagnes de pub massives avec des dizaines, des centaines de pages Facebook qui vont republier exactement la même actu qui renvoie exactement vers le même site généré par IA. On en a vu des vidéos qui ont été générées, des fausses vidéos de France 24. On a vu en dès 2021 des trolls qui avaient beaucoup de temps à perdre, qui ont commencé à faire des faux profils. Ils étaient très actifs, ils faisaient de la désinformation. Donc 5 ans plus tard, avec l'automatisation, l'intelligence artificielle, les fausses images, ils vont pouvoir faire de la désinformation en étant peu. Ils n'ont pas besoin d'être beaucoup. Ça pourrait y avoir aussi des ingérences d'État. On ne sait pas, mais c'est possible. Mais des gens qui veulent juste troller pour le fun, il suffit qu'ils soient organisés, un tout petit peu d'argent, et ils peuvent essayer de déstabiliser. Aujourd'hui, ce qui va être inquiétant, c'est qu'on le sait tous, dans 2 ans, il y a une campagne présidentielle normalement en France. Et si ces pièges ils visent spécifiquement les personnes âgées, c'est pas pour rien. Déjà en 2019, une étude américaine avait montré que les seniors partageaient plus de fausses infos que les plus jeunes. Selon les résultats de cette étude, les 65 ans et plus relayaient même jusqu'à 7 fois plus d'articles issus de sites partageant des fake news que les 18-29 ans. On voit des pubs d'État qui disent attention le cannabis, attention l'alcool, attention telle maladie. Il n'y en a pas sur les arnaques en ligne. Ça peut même pousser au suicide de personnes, ça peut être catastrophique. Et moi j'aimerais dire à quand une véritable campagne de prévention, à quand des moyens faits, à quand dans les collèges, les lycées, et même pourquoi pas dans les maisons qui accueillent des personnes âgées, leur faire de la prévention, leur expliquer qu'est-ce que l'arnaque au sentiment, quels signes on doit aller vérifier, quel type d'informations on doit aller chercher. Il y a une méconnaissance aussi du grand public de la vulnérabilité. Les gens, dès qu'ils voient une victime, ils se moquent. Ils sont là à faire « Ah, elle est conne, ah, elle était consentante », comme le streamer « Oui, mais il était content ». Bah non, c'est de l'emprise. Les gens ne se rendent pas compte que c'est de l'emprise. Il devrait même être la réaction saine qu'il devrait y avoir. Je peux comprendre quand je dis « merde », quand on voit par exemple Anne qui a été victime d'un brouteur, ou même les boomers trappes de dire « Ah mais non, il faut être con pour se faire avoir ». On voit bien que c'est de l'IA. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a un public qui peut peu de connaissances, qui peut être vulnérable, et cette vulnérabilité devrait nous inquiéter au lieu de dire merde. Ce qu'on devrait dire, c'est merde, quelqu'un s'est fait avoir par ça. Peut-être que un proche à moi peut se faire avoir aussi.
Donc aujourd'hui, et c'est tant mieux, on parle beaucoup des dangers que représente la désinformation pour les jeunes sur les réseaux sociaux. Mais il faudrait pas oublier que nos grands-parents sont aussi des cibles de choix pour ce type d'arnaque, et c'est ce qu'on voit via le phénomène des boomer traps. Heureusement qu'on ne tombe pas que sur des arnaques sur nos écrans. Petit détour par le vidéoprojecteur de Quentin Meunier, qui a déniché des vidéos pépites à mettre dans votre playlist à regarder plus tard. Cette semaine, on vous a déniché 3 vidéos absolument regardées sur YouTube. Entre vlog, artisanat et portrait, vous avez le choix. Dans cette première vidéo, on suit un vieux con. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais Gérard lui-même. Gérard est un ancien employé de centrale nucléaire, il vit dans sa caravane, seul, dans la tente. Mais alors, il attend quoi? Ça, je vous laisse le découvrir. Benoît Lecor, le journaliste indépendant derrière la caméra, nous fait découvrir ce personnage atypique, grossier, vulgaire, qui adore agacer le reste du monde en créant derrière lui, en pleine route de campagne, un bouchon avec sa petite voiture qui ne roule qu'à 45 km/h au maximum. Au fur et à mesure du portrait, on découvre surtout un homme généreux, sensible, tourmenté, loin d'être juste un vieux con. Lui, c'est Harry. Il est britannique et son truc, c'est de parcourir plein de pays du monde en postant ses vlogs sur YouTube. D'habitude, Harry a environ 10 à 50 000 vues par vidéo, mais l'une de ses toutes dernières vidéos a cassé Internet. Elle a accumulé près de 25 millions de vues en moins de 5 jours. Mais pourquoi? Eh bien, ce vlogueur a décidé de choisir le Népal comme prochaine destination. Il y reste 2 jours et au même moment, une révolution éclate dans le pays. Dans cette vidéo nommée The Side of Nepal Media Won't Show You, littéralement la face du Népal que les médias ne montrent pas, on voit le vlogueur arriver en scooter en pleine manifestation populaire. Le spectateur est alors directement plongé dans les rues de Katmandou et Harry devient nos yeux. Il filme la riposte policière, les manifestants pris à la gorge par le gaz lacrymogène, des véhicules vandalisés et le parlement népalais submergé par les flammes. Harry documente ce chaos et s'improvise reporter. Changement de décor maintenant, ici on plonge dans le savoir-faire coréen. Une vidéo de 31 minutes sans texte ni parole, juste de l'image pour illustrer ce travail de fourmi. Dans la première partie, on est transporté dans l'art du tissage et de la soie. On accompagne une grand-mère dans son processus pour confectionner des nœuds coréens. Le tout grâce à des techniques ancestrales. Même principe pour la deuxième partie, mais celle-ci est consacrée au tambour traditionnel. Comme d'habitude avec ce genre de vidéo, ça paraît tout simple, mais on ose à peine imaginer le nombre d'heures de pratique pour en arriver à ce résultat. Mais alors pourquoi est-ce qu'on aime ce genre de vidéos? Eh bien parce qu'elles sont hypnotisantes, c'est une parenthèse, une véritable pause mentale. Un simple dessin à main levée peut rassembler des millions de personnes à travers le monde. Comment? Eh bien grâce à un jeu, en apparence anodin, qui renferme une immense base de données ainsi qu'un projet de recherche. Julien Laloy vous partage un super lien. J'imagine que vous avez déjà joué au Pictionary. Vous savez, ce jeu de société où vous devez dessiner un mot pour le faire deviner aux autres joueurs, souvent dans la panique la plus totale d'ailleurs. Imaginez maintenant la même chose, mais contre une intelligence artificielle. Et ajoutez un chronomètre de 20 secondes pour corser le tout. Voilà le principe du site QuickDraw, qui ressemble à un petit jeu sans prétention, mais qui cache en réalité une expérience mondiale d'apprentissage automatique. C'est un jeu qui a été développé en 2016 par l'équipe du Google Creative Lab. C'était à l'origine une expérience issue d'AI Experiments, une plateforme de la firme américaine qui présentait des projets ludiques et interactifs permettant de vulgariser le fonctionnement de l'intelligence artificielle et du machine learning. Le site vous propose une série de 6 mots à dessiner. Bon, ça peut être très simple, comme un arbre, un canapé, un peu plus complexe comme la tour Eiffel, un hélicoptère, je ne sais pas, et parfois même carrément abstrait, comme la nostalgie ou un animal mythologique. Et pendant que vous tracez vos traits, l'IA commente en direct ce qu'elle croit voir apparaître sous votre curseur. Grenouille. Oh, je sais, c'est ours. Ce qui est amusant, c'est que l'IA se trompe beaucoup. Et c'est dans ces erreurs que le jeu devient drôle, addictif, presque absurde même. On se prend vite au jeu. Est-ce que l'IA va deviner mes gribouillis moches ou est-ce que je vais arriver à l'induire complètement en erreur? Mais derrière ce petit divertissement se cache une mécanique bien plus grande. Car QuickDraw n'est pas qu'un jeu, c'est avant tout une expérience de recherche participative. Puisque chaque dessin réalisé par un joueur est collecté, anonymisé et ajouté à une immense base de données en open source. Dès la première année, Google avait déjà réuni, songez-y, plus de 50 millions de croquis. Aujourd'hui, ce chiffre a évidemment largement explosé. Et cette base est publique, ce qui veut dire que n'importe qui peut la consulter, la télécharger, l'utiliser. Des
chercheurs s'en servent pour entraîner de nouveaux modèles d'IA, des artistes l'exploitent pour créer des expositions de dessins minimalistes venus des 4 coins du monde, et des profs l'utilisent aussi pour montrer à leurs élèves comment une machine apprend en accumulant des exemples. QuickDraw illustre à merveille le fonctionnement du machine learning. L'IA ne comprend pas ce que vous dessinez, elle compare simplement vos traits avec des millions d'autres traits similaires partout dans le monde. Plus il y a de données, plus elle améliore ses prédictions. C'est un apprentissage statistique en quelque sorte, rendu visible par le biais du jeu. Ce qui est fascinant, c'est que ce jeu révèle aussi quelque chose sur nous les humains. On croit tous savoir dessiner une chaise, un vélo ou un dauphin, mais confrontés au chronomètre, nos représentations se réduisent à quelques traits. On va à l'essentiel finalement. Et c'est cette simplification universelle qui permet à l'IA de reconnaître nos dessins. QuickDraw nous montre en fait que nous partageons tous un langage graphique commun. Nos gribouillis se ressemblent plus qu'on l'imagine. Alors bien sûr, on pourrait s'arrêter à l'aspect ludique du jeu. Voilà, on joue 5 minutes, on rit de ses échecs, on compare ses dessins ratés avec ceux des copains, mais on peut aussi voir QuickDraw comme une expérience collective planétaire. Des millions de personnes qui, sans le savoir, entraînent un système d'intelligence artificielle lequel deviendra peut-être un jour capable de reconnaître bien plus que des croquis. Et il y a là un côté vertigineux. En jouant, on participe à la construction d'un immense réservoir de données qui peut servir à l'éducation, à l'art, mais aussi à la technologie, et pourquoi pas malheureusement à des usages moins innocents. QuickDraw nous fait réfléchir à cette frontière. Quand on s'amuse avec une IA, est-ce qu'on n'est pas aussi en train d'entraîner pour d'autres usages moins ludiques? Mais c'est aussi ce qui fait toute la richesse de ce super lien. C'est simple, c'est drôle, c'est immédiat, mais derrière le jeu se cache un laboratoire de recherche planétaire. QuickDraw nous prouve que nos dessins maladroits ont de la valeur, qu'ils disent quelque chose de nous, de nos cultures et de la manière dont nous nous représentons le monde. Et qu'ils peuvent, tous ensemble, aider une machine à comprendre un peu mieux ce langage universel des formes. Alors si vous voulez tester vos talents de dessinateur, ou juste voir si l'IA est capable de deviner votre vélo tordu ou votre girafe mal proportionnée, foncez sur QuickDraw. C'est gratuit, c'est accessible à tous et c'est un petit jeu qui dit beaucoup de choses sur la rencontre entre humain et machine. Et ça, c'est un super lien. L'e-sport en France, ce n'est plus une niche, c'est un vrai business. Et un visage incarne parfaitement cette transformation en quelques années, Kameto. Quentin Meunier vous raconte son parcours et ce qu'il révèle de cette industrie. Ça se passe de l'autre côté de l'écran. 9 novembre 2024, à l'Accor Arena de Paris, 30 000 fans assistent au show de leur vie. Oh là 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 là, mais les gars de la sécu! Pas un concert, mais la Carmine Corp Experience. Ce n'est pas non plus un match de foot, mais le show le plus populaire de l'e-sport français. À l'origine de ce succès, qui illustre le carton d'un phénomène encore traité de niche il y a 10 ans, il y a aussi le parcours d'un jeune qui travaillait dans un taxiphone pour se payer ses jeux vidéo. Aujourd'hui, on parle de Kameto et du business de l'e-sport français. Kamel Kébir grandit dans les années 2000 dans un quartier populaire de Corbeil-Essonnes. Il se construit un premier PC gamer avec l'argent de ses premiers jobs, interrompant ses nuits blanches passées sur les jeux vidéo pour aider son père au taxiphone familial. Là, il profite des écrans pour regarder les premiers matchs de la scène de jeux vidéo compétitive et rêve qu'un jour, ce sera son tour. Il est remarqué pour ses talents de joueur amateur et devient compétiteur sur League of Legends avant de lancer sa propre chaîne de streaming sous le pseudonyme de Kameto. Sa chaîne Twitch explose, 100 000 followers en 2018, 500 000 en 2020, 2 millions aujourd'hui. Il y a 5 ans, Kameto décide de franchir un cap et avec le streamer belge Coteil, il lance sa propre équipe d'e-sport, la Carmine Corp. Cette nouvelle structure se développe à toute vitesse. En quelques années, la Carmine déploie 5 divisions, chacune gérée comme une équipe professionnelle indépendante. Ce n'est pas seulement des gamers qui s'affrontent, la K-Corp c'est aussi des supporters et même des ultras, des titres, des matchs suivis en ligne par des dizaines de milliers de personnes, des rivalités internationales et même un certain business. Les sponsors affluent, Orange, Michelin, Red Bull, autant de marques prestigieuses qui s'associent au projet et créent un modèle économique hybride associant merchandising, spectacle et streaming. Aujourd'hui, l'e-sport se définit aussi par ses chiffres. En 2023, la K-Corp a annoncé 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, atteignant l'équilibre financier en seulement 3 ans, ce qui est exceptionnel dans le secteur. Le merchandising représente 40% de cette somme, avec 40 000 maillots vendus, soit un volume supérieur à certains clubs de foot professionnels. Carmine, Vitality, Gentlemates, les équipes françaises se multiplient, souvent portées par des influenceurs.
C'est souvent leur notoriété qui amène des fans, car, contrairement aux clubs de foot, ils sont très peu à disposer d'un ancrage local. À moins que la K-Corp, encore elle, est la première à disposer d'un lieu dédié, les Arènes à Évry, pas loin de là où Kameto a grandi. Avec 14 000 places, cela montre encore mieux l'engouement derrière le club. Au niveau national, la croissance est vertigineuse. Le chiffre d'affaires du secteur est passé de 50 millions en 2019 à 141 millions en 2022. Sponsoring, billetterie, droits médias ou encore dons en ligne, les sources de revenus ne manquent pas. Et même si certains clubs peinent encore à se pérenniser, l'État français salue une expansion remarquable et encourage les acteurs du secteur à se consolider. Autrement dit, ce monde de joueurs connectés a mué en un secteur économique d'envergure, et ce développement, illustré par le parcours de Kameto, montre que l'e-sport français n'existerait pas dans sa forme actuelle sans des aventures entrepreneuriales. Aujourd'hui, il y a des stades remplis et des millions d'euros en jeu, preuve qu'une culture née sur Internet a réussi à conquérir le monde réel. On va éteindre notre salle pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris de votre précieux temps d'écran pour rester avec nous. On se retrouve à la rentrée et n'oubliez pas, il y a tant d'écrans et tant de choses à découvrir sur Internet. À très bientôt.